Bonjour, je suis Lionel Cariou et je vous emmène sur les pentes de l'Everest à la rencontre de celles et ceux qui ont écrit sa légende. Bienvenue dans la saison 3 de La Folie des Hauteurs, le podcast montagne de France Bleu Isère, en partenariat avec Alpine Mag et réalisé par Simon Berthier. Épisode 5, Marc Battard, le sprinter de l'Everest. Voici l'histoire d'un grimpeur tout à fait à part. En 1988, Marc Battard est le premier à gravir l'Everest en moins de 24 heures et sans oxygène. Au-dessus de 8000 mètres d'altitude, il fait preuve d'une aisance insolente. Mais Marc Battard est aussi un écorché vif, souvent incontrôlable et fâché avec beaucoup de monde. J'ai voulu voir ce qu'il en était, comprendre qui se cachait derrière cette incroyable ascension express, derrière ce record qui 34 ans plus tard tient toujours. Alors je lui ai proposé une petite séance d'escalade et il m'a emmené près de chez lui dans les monts d'Auvergne. Maintenant, je peux le dire, j'ai grimpé avec le sprinter de l'Everest. Donc là, je vais faire le dernier ressaut rocheux où il y a une fissure avec un rétablissement. Voilà, un joli passage de fin. Allez. Je m'appelle Marc Battard, je suis guide de haute montagne, enfin un vieux guide. Et ben oui, ça fait 50 ans exactement que j'ai passé mon diplôme de professionnel. J'ai passé l'aspirant guide en 1972, ça fait 50 ans pile. Je me suis installé ici dans cette région le nord de l'Auvergne, massif des Combrailles. Donc là, j'essaye de choper une fissure pour pouvoir passer le passage. Quelquefois, j'aimerais avoir 10 cm de plus. Voilà, c'est bon. On est au mois de mars 2022 et à 70 ans, Marc s'apprête à repartir pour l'Everest. Après son record de vitesse en 1988, il veut être le grimpeur le plus âgé à parvenir au sommet sans oxygène supplémentaire. Je ne sais pas s'il va réussir, car sur de telles montagnes, rien n'est gagné d'avance. Mais je me dis qu'il est capable de le faire, parce que Marc Battard n'est pas fait comme tout le monde. Pour l'instant, nous profitons d'une belle journée ensoleillée pour grimper sur le granit auvergnat, relié par une corde et lesté de quelques mousquetons pour la sécurité. De l'autre côté, c'est l'Allier. Ici, on est en Puy-de-Dôme et la rivière de la Sioule en bas. Et puis là, on est à Saint-Gall-sur-Sioule. Sur une arête rocheuse. Alors, une très belle arête, ouais. Cet endroit-là, c'est génial. Venir se changer l'esprit tout en faisant de l'escalade, c'est génial. Et puis amener des amis. Une des dernières fois que je suis venu ici, c'est avec ma fille aînée, par exemple. C'était une façon de passer du temps avec elle. Et puis voilà, c'était un endroit idéal pour ça. Mais là, je reviendrai tant que je pourrais grimper dans ma vie. C'est vraiment un endroit idéal pour faire découvrir l'escalade à des gens qui ne connaissent pas. Le cadre est très important. On est loin de l'Everest ici quand même. Oui, carrément, oui. Ouais. Mais il y a toujours un point de départ. L'exploit dont je vous parlais il y a un instant, eh bien, ça se passe à l'Everest. Celui qui l'a réalisé, c'est un Français, Marc Battard. Là, vous voyez Marc Battard à l'entraînement. Alors, il a vaincu ce sommet 8848 mètres en, écoutez bien, 22h25, depuis le camp de base, sans oxygène et en solitaire. Alors c'est un exploit ahurissant quand on songe que d'habitude, il faut plusieurs jours pour vaincre l'Everest, en passant de camp en camp. Marc Battard avait réalisé pour se mettre en jambe, quand vous montez l'escalier pour histoire de faire un petit jogging, lui il s'était fait le Cho Yun, 8200 mètres, il y avait 3 semaines à peine. Je me permets une petite rectification, cher William Lémergie. Marc Battard a mis 22 heures et, non pas 25, mais 29 minutes pour aller du camp de base au sommet. Et effectivement, vous l'avez dit, sans oxygène. C'est important car à ce jour, en 2022, moins de 200 personnes ont réalisé cette ascension sans bouteille d'oxygène. Et le record de Marc, sur le versant népalais, tient toujours. Marc Battard est né en 1951 dans le Lot-et-Garonne. Un enfant solitaire et turbulent,
tiraillé entre l'envie d'être comme tout le monde et le besoin irrépressible d'être différent. Ses parents, agriculteurs sans grande expérience de la terre, se disputent beaucoup et Marc grandit avec ses 4 frères et sœurs dans un environnement un peu foutraque. Il aime la peinture et les longues marches à travers la campagne. Marc n'a que 11 ans lorsque ses parents l'envoient vivre chez une tante à Tours. Un exil incompréhensible et une blessure indicible. Bien des années plus tard, il racontera dans un livre avoir été abusé par son oncle. À 14 ans, Marc est de nouveau envoyé loin de chez ses parents, à plus de 200 km dans les Pyrénées. Mais cette fois-ci, c'est une aubaine. Si j'étais perturbé, c'est que j'avais des problèmes qu'on n'arrivait pas à maîtriser. Donc j'étais adolescent, j'avais vraiment des problèmes, mes parents avaient des problèmes, et ma mère a trouvé sur un... C'était France 3 à l'époque, qui avait une école du bois à Luchon. Et donc en pleine année scolaire, on est allé visiter cette école du bois, et ça m'a plu, mais en fait, avec du recul, je sais très bien que c'est pas l'école du bois qui m'a le plus plu, c'est le cadre de la montagne. Je me suis dit, inconsciemment, l'endroit me plaît. Finalement, c'était pas l'école qui m'intéressait, c'était la montagne. J'avais trouvé mon truc, mais je savais pas encore que j'allais devenir alpiniste. Là, j'étais que randonneur. Après notre petite séance d'escalade, nous sommes allés chez lui, dans la ferme qu'il retape avec son mari Denis. Marc a rangé la corde dans une pièce où il entrepose le matériel qui lui servira lors de sa prochaine expédition. On s'est installé là, au milieu de cet amas de cordes et de mousquetons, et il m'a donc raconté son adolescence à Luchon, où il profitait de ses longues randonnées pour se faire quelques sous. Je faisais la contrebande de cigarettes et de Porto. Je partais de Luchon à pied. Donc j'allais à Bossos, je passais le col du Portillon, je faisais, je sais pas, aller-retour, ça faisait bien plus de 40 km. Hein. Et j'allais acheter des bouteilles de Porto et des paquets de cigarettes et que je revendais après. Donc je finis l'école du bois et je fais un stage à Voiron, chez Rossignol, à l'époque où il y avait du bois dans les skis. Donc j'étais dans l'atelier d'affûtage de chez Rossignol. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait de la montagne et qui m'a proposé d'aller faire de l'école escalade dans les gorges du Crozet avec le club de montagne qui s'appelle Amitié Nature. Et du coup, j'avais peur. Hein. Putain, j'angoissais un petit peu d'aller dans un rocher d'escalade, mais j'y suis allé. Et finalement, là, j'ai vu que j'étais fait pour ça. C'est fou, hein, parce que je suis très nerveux. Mais quand j'ai grimpé dans le rocher, voilà, j'aimais ça et j'ai vu que ça marchait super bien. Et du coup, c'est là que j'ai décidé de devenir guide, vraiment guide. 3 ans après avoir découvert l'escalade près de Grenoble, Marc Battard est donc admis à l'école des guides de haute montagne, l'ENSA, à Chamonix. Désormais, la montagne, c'est toute sa vie. En 1975, il découvre la très haute altitude. À 23 ans seulement, il escalade son premier sommet de plus de 8000 mètres, le Gasherbrum II, à la frontière entre le Pakistan et la Chine. Et puis, en l'espace d'à peine 10 mois, entre décembre 1987 et septembre 1988, il va réaliser une incroyable série en gravissant pas moins de 4 sommets de plus de 8000 mètres. Et sans oxygène, c'est du jamais vu. Tout commence par le Dhaulagiri en hiver. Ils ont aujourd'hui gravé leur nom dans l'histoire de l'alpinisme. Ils, ce sont d'abord Marc Battard et son Sherpa Sandare. Marc Battard qui est aujourd'hui le Français le plus haut du monde pour avoir vaincu ce géant de 8167 mètres. Mais justement, là, je peux te montrer une photo. C'est un souvenir incroyable. Ça, donc c'est un hiver là. On arrive pour être à l'abri du vent, parce que la vraie voie normale, elle n'arrive pas derrière. Là. Et nous, on est arrivé par là parce qu'il y avait trop de vent. Et attends, le thermomètre était bloqué à moins 50. Et on avait des rafales de vent, avec l'anémomètre comme ça, là, tu vois. On avait des rafales de vent qui arrivaient à bloquer l'anémomètre à 200. C'est-à-dire, il y avait des rafales de vent qui dépassaient les 200 à l'heure, arrivées sur l'arête. 5 mois plus tard, il est au pied du Makalu, la 5e montagne du monde. Pendant 20 jours, il va équiper de cordes fixes le très difficile pilier ouest avec l'aide de 2 Népalais, Iman Gurung et Ongel Sherpa. Puis le 26 avril 1988, dans l'après-midi, il quitte le camp de base pour une ascension solitaire et sans oxygène. Le lendemain, 27 avril, à 9h45, il est sur la cime du Makalu, à près de 8500 mètres d'altitude. Ce matin-là, Marc Battard n'est pas encore sur le toit du monde, mais il est au sommet de son art. Mon plus beau projet, ça a été le pilier ouest du Makalu. Bon, c'est pas connu par le grand public, mais c'est connu par les spécialistes, parce que c'était un engagement, un truc très important. Le gros avantage du pilier ouest du Makalu, c'était
à l'abri des risques objectifs. Il n'y a pas de chute de sérac, il n'y a pas de risque d'avalanche. Donc c'était vraiment un itinéraire au niveau de la sécurité qui était parfait. Donc je me suis préparé, j'ai fait l'acclimatation, j'ai rééquipé des passages de corde avec l'aide de mes amis qui sont malheureusement morts dans des avalanches, dans des expéditions, une expédition italienne et une expédition française. Ça c'est catastrophique. Et puis après, une fois que j'avais équipé le pilier ouest du Makalu, je suis parti, donc je suis arrivé là-haut dans une forme vraiment exceptionnelle et c'était bien parce que je préparais l'Everest. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire le camp de base sommet du Makalu non-stop, en préparation de faire l'Everest en moins de 24 heures. Alors forcément, quand je fais le camp de base le plus bas du Makalu au sommet, je mets 18 heures. Forcément, j'étais convaincu que l'Everest, j'allais le réussir, mais quoi que c'était pas gagné. Car Marc Battard le sait, pour se faire connaître du grand public, il faut aller plus haut et plus vite que tous les autres. C'est le projet Everest 88, soutenu par Valéry Giscard d'Estaing, ancien locataire de l'Élysée, à l'époque président de région. La région d'Auvergne aide l'expédition qui va l'année prochaine tenter l'ascension de l'Everest. Je suis intervenu auprès du gouvernement du Népal pour qu'il puisse avoir un tour prochain puisqu'il y a une queue pour monter à l'Everest. Il faut attendre plusieurs années à l'heure actuelle. Et le gouvernement du Népal nous a donné satisfaction et il autorise notre expédition à monter sur l'Everest l'année prochaine. Alors ils m'ont invité et je les accompagnerai volontiers jusqu'à ce qu'on appelle le camp de base, c'est-à-dire sur le flanc sud de l'Everest, juste au moment où ils feront leur montée finale. Et comme ça, j'espère que je les verrai monter et que je verrai ensuite le drapeau de l'Auvergne flotter sur l'Everest. C'est donc une équipe d'alpinistes amateurs auvergnats qui va se charger de récolter les fonds pour le projet Everest 88. Marc Battard est leur champion. Et Auvergne Alpinisme, c'est le nom de l'association, va donc le soutenir dans son projet d'Everest en moins de 24 heures. Peu à peu, l'équipe se monte et s'étoffe. Jean-Marc Boivin est invité à se joindre à l'aventure. Lui veut s'offrir le premier vol en parapente depuis le sommet, et pourquoi pas aussi la première descente à ski. Son histoire, je vous l'ai racontée dans le précédent épisode de La Folie des hauteurs. Bon, pour revenir à l'expédition Everest 88, il se trouve que la bonne entente de départ va tourner au vinaigre, et le groupe ne tardera pas à éclater. D'un côté, Marc Battard, et de l'autre, les autres. La raison de la brouille ? Une histoire d'autorisation, m'explique Marc. Il est le titulaire officiel du permis d'ascension pour tout le monde. Et il considère que l'équipe auvergnate de Jean-Marc Boivin n'est pas vraiment dans les clous en ce qui concerne les descentes à ski et en parapente. De rage, Marc Battard ira jusqu'à jeter une paire de skis dans le torrent. Et parce qu'il n'avait pas l'autorisation. À ce moment-là, c'est pas pareil que maintenant. Il n'avait même pas l'autorisation de sauter en parapente. Donc comme le vrai chef d'expédition, c'était moi, c'est moi qui risquais les problèmes. À l'origine, c'était mon expédition. Et en fait, on a dépensé beaucoup plus d'énergie, tout ça, pour les autres, que pour celui qui était à l'origine. Alors moi, comme j'ai pas un caractère peut-être très très facile et très conciliant, mais j'aime l'esprit d'équipe quand même. C'est vraiment... Pourtant, ça a clashé. Ah ouais, ça a clashé, ouais. Bref, drôle d'ambiance au pied de l'Everest. C'est vrai aussi que le Lot-et-Garonne n'a pas un caractère facile. Et puis, il suit son propre plan. Car Marc Battard a rejoint le Népal dès le mois d'août 1988. Non content d'avoir escaladé le Dholagiri en décembre 87, puis le Makalu au mois d'avril suivant, voilà qu'en cet été 88, avec Sundare Sherpa, il accroche un nouveau 8000 à sa liste, le Cho-Oyu, 19 heures du camp de base au sommet et en faisant la trace dans la neige. Le Cho-Oyu en poche, sans transition, il prend la direction du camp de base de l'Everest. Marc Battard est déjà acclimaté. Alors il fonce. Donc j'arrive du Cho-Oyu, quand j'arrive à Lobuche, en pleine forme. Lobuche est situé à 4900 mètres d'altitude. C'est le dernier village avant le camp de base de l'Everest où 7 équipes sont déjà à pied d'œuvre. Là j'apprends que les expéditions sont arrivées à peu près au camp de 3, à 7000, et que la neige est dure. Donc j'ai pas besoin d'attendre que la trace soit faite. Donc finalement, je pars directement de Lobuche, je me dis je vais faire ma première tentative directe. Parti le matin de Lobuche, Marc Battard arrive au camp de base de l'Everest le 12 septembre à 13h. Sur place, il négocie un droit de passage avec les Américains qui ont équipé d'échelles et de cordes fixes l'Icefall, la cascade de glace qui se trouve au pied de la montagne. Voilà notre alpiniste délesté de 5 600 $, lui qui est déjà perclus de dettes. À 17h, il avale une assiette de frites et 3 œufs. À 20h, il se met en route pour le sommet. Marc ne tarde pas à rattraper Ongel et Iman, partis devant. À 3h30 du matin, ils sont à 7200 mètres d'altitude. Ils s'accordent 1 heure de sommeil dans une petite tente
puis repartent à 6 h du matin. En 5 heures d'effort, ils gagnent encore près de 800 mètres. Et quand je suis arrivé au col sud, la neige était trop profonde, donc j'ai décidé, là, je me suis dit non, il faut que je redescende. Donc je suis redescendu. Mais là, je n'ai pas attendu assez longtemps, donc je suis reparti 2 jours après. Et là, donc toujours en pleine forme. Par contre, mon équipe de Sherpa, il y en a un qui m'a suivi jusqu'à 8002, 8003, mais il est redescendu parce qu'il n'était pas assez acclimaté. Et donc, à partir de là, moi, j'ai fait la trace presque jusqu'au sommet. Hein. Cette deuxième tentative, oui. Tu arrives à quelle altitude? Après le sommet sud. Après le sommet sud. Le sommet sud de l'Everest est à 8750 mètres d'altitude. Il reste quoi? Ben rien, enfin il reste rien sauf que je ne les ai pas fait et que après le Rosso Hilary, il aurait fallu que je fasse encore la trace et j'en étais pas capable. Enfin, si j'étais allé, je serais pas revenu vivant. Tu imagines la trace que j'ai faite du col sud jusqu'à, enfin là où tu vois où il y a des centaines de gens maintenant, maintenant c'est fait par des dizaines de Sherpas et tout ça. Mais moi j'ai fait la trace. Et je me dis après le Rosso Hilary, je vais faire encore la trace. Je suis trop fatigué. Je suis trop fatigué. C'est pas possible. Puis voilà. J'aurais pu peut-être aller au sommet, mais je pense que je serais peut-être pas, parce que je suis arrivé à la limite. Mais c'est ça la force du renoncement. Et quand je suis redescendu, j'avais pas envie de remonter. Franchement, j'avais plus envie parce que j'avais prouvé que c'était possible. Mais tant que j'ai pas fait le sommet, voilà, c'est ça. Mais donc j'ai attendu que les expéditions se mettent en place et après petit à petit j'ai retrouvé la motivation de repartir. Mais alors ça, c'est au moins 12 jours après, je crois. Hein. Le 25 septembre à 17 h, Marc Battard quitte donc le camp de base pour sa 3e tentative. J'ai attendu d'être sûr que l'expédition, donc Boivin, les Coréens et les Sherpas aillent au sommet. Donc, pour avoir une trace. Ah ben oui, bien sûr. Bien sûr. Et la chance que j'ai eue, alors ça c'est vraiment la grande chance, c'est que j'ai pu prouver que je suis arrivé à exactement 22 h et 29 minutes. Parce que quand je suis arrivé au sommet, ils étaient encore au sommet. Mais imagine qu'ils soient redescendus. Il n'y avait rien pour prouver l'horaire que tu arrives au sommet. Toi, il n'y a pas maintenant les engins maintenant. Donc forcément, avec le caractère que j'ai, j'aurais eu du mal. Il y aurait certainement des connards qui auraient dit « Mais comment il peut prouver qu'il a mis moins de 24 heures ?» Donc là, j'ai eu une chance qu'il soit là. Il y avait des témoins. Il y avait des témoins, ouais. Et alors, je me rappelle un témoin qui m'a vraiment touché. Je garderai toujours un souvenir exceptionnel de lui, parce que là-haut, il m'a encouragé, il m'a dit c'était génial ce que toi. Ce témoin, c'est Gérard Vionnet-Fuassé. Lui aussi se trouve au sommet de l'Everest ce 26 septembre 88. Il est dans l'équipe de Jean-Marc Boivin. Dans notre conflit qu'on a eu, finalement, j'ai emmerdé pas mal de monde. Mais en même temps, l'attitude de Gérard, quand il me voit arriver là-haut et que lui, bon, il est avec de l'oxygène et tout ça, bon, et ben, il voit bien que j'ai galéré quand même, c'était pas évident. Donc, je garderai toujours un grand souvenir de l'accolade qu'il m'a fait. Ouais, c'était vraiment. Et puis, bien sûr, Michel Metzger, qui est un copain de longue date. Michel Metzger, arrivé 30 minutes plus tôt, est le premier Français à gravir l'Everest sans oxygène. Quant à Marc Battard, il remporte son pari et devient le premier alpiniste à gravir le toit du monde en moins de 24 heures. Et ça n'a pas été facile. Ah ben, le plus dur de dur, c'est après le col sud, je pense. Ouais. Après le col sud, ouais, ça a été... Ça. À la fin, je marchais un quart d'heure, je vomissais... Voilà, j'avais rien à vomir, mais je vomissais quand même. Et après, je retrouvais de l'énergie pour remarcher, je ne sais pas combien, 15 ou 20 minutes, je ne sais plus. Enfin, je faisais des trucs comme ça. Moi, j'ai trouvé ça très long, mais je montais comme ça. Donc, et puis après, quand je suis arrivé, ça je me rappelle très bien, je le dis dans mes notes, hein, c'était la fin d'un calvaire d'arriver là-haut. Mais n'empêche que là-haut, j'étais quand même bien. Et puis moi, je me suis filmé moi-même, justement avec la même caméra que ça. Ça, c'était la caméra que j'avais au sommet de l'Everest. Donc, tu ne connais pas ça, c'est trop vieux. C'était la caméra la plus légère qui existait à l'époque. J'ai fait un panoramique avec une caméra comme ça et le piolet. Donc, j'avais encore de l'énergie. Ouais. Mais avant, j'ai eu beaucoup de mal à mettre un pied devant l'autre parce que c'est vraiment, il faut se dépasser. Ouais. Mais au sommet, j'étais bien. En fait, on se croit épuisé, mais il reste encore de la ressource. Bon, ça ne peut pas aller non plus trop loin. Hein. Parce que, dis-toi bien quand même que quand je suis parti de l'Everest, au départ, je faisais 54 kilos. Je suis rentré, je faisais que 46. 46 kilos pour 1,67 m. Marc Battard est sec. Mais il vient de décrocher le titre de sprinter de l'Everest. Un exploit salué comme il se doit à son retour en France.
Quelques jours plus tard, le 14 octobre 1988, Lydia Bradet n'aura pas cette chance. Elle est la première femme à gravir l'Everest sans oxygène, mais quand elle rentre chez elle en Nouvelle-Zélande, eh bien, on ne la croit pas. Cette histoire, je vous la raconterai dans le prochain épisode de La Folie des hauteurs. Pour revenir à Marc Battard, après son ascension remarquée, il réalisera plusieurs escalades marquantes en solo sur les plus grandes parois des Alpes. En 2003, il fait son coming out et révèle son homosexualité dans un livre intitulé La sortie des cimes. Quant à l'Everest, il l'a de nouveau grimpé le 5 octobre 1990 sans oxygène. Il voulait dormir au sommet et enchaîner directement avec l'ascension de son voisin, le Lhotse, un projet un peu fou. Mais là-haut, sur le toit du monde, recroquevillé dans un trou de neige, seul et en pleine nuit, Marc sent qu'il est en train de geler. Alors, il redescend et quitte cet Everest qui lui a tant donné. Le plaisir, il est là depuis que j'ai fait l'Everest en 88. Je suis très content d'avoir fait l'Everest. Je suis très content d'être le premier à avoir fait l'Everest. Donc le bonheur, il dure jusqu'à la fin de tes jours. Ça me rappelle une fois, mon fils, il se faisait du souci pour ma retraite. Et je lui ai dit, mais tu sais, Alan, même quand je serai dans une maison de retraite, je pourrais toujours gagner 2-3 sous à vendre mon Everest, parce que je serai toujours le premier à avoir fait l'Everest en moins de 24 heures. Donc voilà, donc ne te fais pas trop de soucis. Voilà. Et tu resteras le sprinter de l'Everest. Ouais, alors ça, j'aime pas ce titre, ça c'est sûr. Ah, ça a de la gueule quand même. Ouais, mais j'aime pas. J'ai jamais aimé. J'aurais mieux aimé que ce soit le solitaire ou le caractériel de l'Everest. Ça m'aurait plus. Et j'aurais mieux aimé. Au printemps 2022, à 70 ans, Marc Battard est donc retourné dans la vallée du Khumbu pour tenter son 3e Everest sans oxygène et en empruntant avec son équipe un nouvel itinéraire, une voie alternative qui évite la cascade de glace et qu'il juge plus sûre. Mais son expédition n'a pas dépassé les 6000 mètres d'altitude. Marc a jeté l'éponge. « J'ai perdu la motivation », dit-il, profondément déçu. Et il a tourné le dos à la montagne des montagnes pour retourner chez lui dans le massif des Combrailles. C'était l'histoire de Marc Battard, le sprinter de l'Everest. La Folie des hauteurs, le podcast montagne de France Bleu Isère en partenariat avec Alpine Mag. Réalisation Simon Berthier. Prochain épisode, Lydia Bradet, seule sur le toit du monde.